On commence par la Mishnah. Nous témoignons contre tel homme comme quoi il a divorcé de sa femme et qu'il ne lui a pas donné la ketouba. Véalo, donc évidemment ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'ils ont été rendus zomémines, ils ont été donc accusés de faux témoignages. Donc, le principe, c'est qu'on doit leur faire ce qu'eux ont voulu faire. Maintenant, comment est-ce qu'on va leur faire ce qu'ils ont voulu faire? Donc, ils ont voulu lui faire perdre la ketouba, lui. C'est en disant ça, il l'oblige à payer la ketouba. Mais la Mishnah va dire tout de suite, Véalo, mais Ben Ayom ou Ben Lemachar, entre aujourd'hui et demain, Sofo l'iten la ketubata, il va finalement lui donner la ketouba. Alors, il risque, on va dire, de lui donner la ketouba. Donc, on ne peut pas considérer qu'ils lui ont vraiment fait perdre la valeur de la ketouba parce que, imaginons qu'il meurt ce soir. Donc, la ketouba serait de façon à la femme, imaginons qu'il aurait divorcé. Ou demain, ou après-demain, ou dans 10 ans, d'accord? Donc, c'est très difficile d'évaluer la perte qu'ils avaient l'intention de lui occasionner. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas considérer qu'ils ont vraiment voulu lui faire perdre la ketouba parce que cette ketouba, ils auraient très bien pu la donner. Voilà ici le problème. La Gemara donc va répondre. Omdin, on va évaluer, estimer. Kama Adam Rotzeliten Biktubata Shelzu, combien un homme est prêt à donner pour la ketouba de cette femme, chez Init Almena Unit Garsha, de manière à ce que soit elle divorce, soit elle devient veuve, soit elle divorce, Veimeta, ou bien qu'elle meurt, par contre à l'inverse, Yirachena Bala, son mari est hérité. Ce qui veut dire qu'il est possible de vendre la ketouba d'une femme avant que la ketouba, évidemment, soit rendue utile. Donc la ketouba, elle a une valeur en fonction, évidemment, de plein de critères. Donc une femme peut très bien décider de vendre sa ketouba, de dire à quelqu'un, voilà, vous voulez acheter ma ketouba, si je divorce de mon mari ou s'il meurt, je devrais récolter tant. Alors je vous vends pour cette somme-là. Alors c'est hypothétique, si ça se trouve, celui qui a acheté, il ne va jamais rien avoir. À supposer qu'elle meurt en premier, il a tout perdu. À supposer que ce soit très 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 tard et qu'il va falloir attendre le veuvage, etc. Et cette somme-là qu'il aura engagée, eh bien, il va attendre très longtemps avant de gagner le pactole. Donc c'est une estimation à faire. Combien quelqu'un est prêt à payer pour cela? Voilà ce que dit la Mishnah. La Mishnah, elle est a priori claire dans son langage, alors qu'en fait, c'est compliqué à expliquer pourquoi ce serait cela qu'on devrait payer. Donc, c'est ce que semble dire la Mishnah clairement, qu'on évalue combien quelqu'un est prêt à payer pour l'acte de base de cette femme. La question qui se poserait, si c'est ça que signifie la Mishnah, pourquoi est-ce cela que le Edim devrait payer? Pourquoi eux doivent payer la valeur de l'acte sur le marché? Ça sous-entendrait que c'est ça qu'ils ont voulu lui faire perdre. Parce que le principe tout le temps de Nizomamine, c'est faire à l'autre ce qu'il a voulu faire. Très bien. En quoi, eux, ce qu'ils ont voulu faire perdre, c'est la valeur de l'acte sur le marché? Pourquoi c'est cette somme-là qu'eux ont voulu faire perdre? Pourquoi on calcule cela? La question, c'est la Ktouba, aujourd'hui, il pourrait la donner demain, il pourrait la donner dans 10 ans. Donc, quelle somme, en fait, ils ont voulu lui faire perdre? C'est très difficile à calculer. En tout cas, en quoi ça dépendrait de la valeur de la Ktouba sur le marché? Voilà pour l'instant pour la Mishnah. La Gemara répond, comment on évalue cela? Donc, cette valeur de la Ktouba de la femme. Amar Avrizda Beval, en fonction du mari. Rav Natan Baroshaya Omer, Baisha, en fonction de la femme. Amar Rav Papa, Baisha Biktubata, Rav Papa dit en fonction de la femme et de sa Ktouba. Vous aurez remarqué la manière dont c'est présenté, faites attention à ça tout le temps. Amar Rav Chizda, d'accord? Rav Natan Baroshaya Omer, Amar Rav Papa, d'accord? Les verbes et la conjugaison des verbes et l'ordre et la syntaxe ici jouent toujours un rôle. Hein. Quand on a Amar un tel ou un tel Amar ou un tel Omer, ça signifie quelque chose. Par exemple, ça signifie, quand on a Amar, 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 c'est une marloquette. Amar un tel, etc. D'accord? Et ça va nous permettre de dire que la plupart d'Arishunim considèrent que le dernier Amar Rav Papa vient, non pas comme un nouvel avis, vient donner une précision au dernier avis. Donc, Amar Afrizda dit Bebaal, Rav Natan Yomer, lui, il lui dit non, pas du tout, c'est la femme. Vient Rav Papa, il va dire Isha, ce qu'a dit Rav Natan Baroshaya, il a dit Isha, il veut dire Isha avec Tubata. Ce n'est pas un nouvel avis, ce n'est pas un troisième avis, c'est une explication, une précision sur Rav Natan. Voilà, ça en général, c'est comme ça qu'on considère. La plupart des gens sont d'accord que ça fonctionne ici aussi comme cela. C'est qu'il y a deux avis, il n'y en aurait pas trois. Quand on dit Isha, ça veut dire Isha ou Biktubata, c'est ce que vient de dire Rav Natan. Maintenant, avec tout ça, on n'a rien expliqué. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Alors là-dessus, je vous ai dit, on a deux
de grandes écoles d'interprétation, chacune avec vraiment comme un arbre. Il y a plein d'interprétations, après, de nuances dans chacune des écoles. D'un côté, Rashi, Tosafot et Ritva. Et de l'autre côté, on a le Rif, le Rambam et le Roche pour comprendre cette Gemara. On a fait Rashi la semaine dernière. On va le refaire sur Rashi. L'important, c'est rare que Rashi soit aussi long. On y va. On va faire le premier Rashi qu'on va refaire. C'est sur on me dit que Madame Rotzeliten Miktubata, c'est la fin de la Mishnah. Je voulais juste dire, on est quand même dans une sorte d'interprétation complètement différente avec la première Mishnah, où c'était le Ramban et ensuite le Rav Boshko. Et là, on passe dans quelque chose de complètement différent. Là c'est Machloket entre les Rishonim, mais tout à fait. Là, on est en pleine plus, on va dire de l'ordre de la halakha que de la marshava, peut-être. Complètement. Là, ça va changer effectivement dans la halakha. Vous avez tout à fait raison. Alors, on fait le Rashi. Donc, je répète le dernier Rashi de la Mishnah. On va estimer combien un homme est prêt à donner pour la Ktuba de cette femme-là. Misafek, Rashi rajoute, parce que c'est pas écrit dans la Mishnah, Misafek, évidemment, de manière théorique, hypothétique. On ne sait pas du tout si ça va se faire. Chez Imnit Armela Onid Garsha, car si elle devient veuve ou bien si elle divorce, Italena Lokeach, l'acheteur va prendre la Ktuba, il va la gagner. Ve'im Meta, mais par contre, si elle meurt, Irachena Balas, c'est le mari qui va hériter de cette somme-là. V'yafsid Maotav, et donc l'acheteur aura perdu son argent qu'il aura investi. Chez Nathan, qu'il a donné. Bigmara Mefaresh, Maïka Michayev Lehu Tana de Matetin Liten. La Gemara va expliquer justement, mais quelle est cette chose-là à laquelle il s'engage à donner. Ketachami, comment on estime Rashi? Kilomar, c'est-à-dire, Ma Kamichayev Lehu le Metav, qu'est-ce qu'on va les obliger à donner? Deyesh Liftor Mishnatenu Lishnet Zdadim, car on peut expliquer notre Mishnah de deux façons. Ketzad, Hare, Yesh la Ish, Vela Isha, Zechut, Safek, Biktuba. Comment cela? Car il y a, pour l'homme comme pour la femme, un droit hypothétique sur cette Ktuba. L'homme comme la femme, en vérité, tant que la Ktuba n'est pas donnée, donc avant divorce ou avant veuvage, il y a un droit que possèdent et l'homme et la femme sur cette Ktuba. Alors, le mot droit, c'est peut-être pas le meilleur terme. Il y a un lien, en tout cas, qui peut s'estimer, un lien financier qui peut s'exprimer par rapport à cette Ktuba. Elle peut attendre que s'il lui meurt ou s'il divorce, elle gagnerait, Tigabé va récupérer donc, la somme totale de la Ktuba. Et lui, il peut très bien attendre, que si c'est elle qui meurt durant sa vie, lui va en prendre possession. De quoi parle ici Rashi concernant le mari? La femme, c'est très clair. Elle recevra tout ce qui est écrit dans la Ktuba. Vous avez eu raison de remarquer la semaine dernière que dans la Ktuba, il y a une part obligatoire de la Torah, il y a ce que les Chachamim ont ajouté, et il y a encore d'autres choses, en particulier ce qu'on appelle la Tosefet, ce qu'un homme s'engage à rajouter sur ce qui est obligatoire. Généralement, il y avait toujours une Tosefet, et ça pouvait être beaucoup plus important en vérité que la somme initiale de la Ketouba. Et puis, rattaché à cela aussi, on rattache cela souvent à la Ketouba, en tout cas par rapport au mari, je parle ici pas par rapport à la femme, il y a les biens que la femme amène avec elle pendant le mariage, ou bien qu'elle peut même avoir pendant le mariage. On a dit comment une femme peut vendre quelque chose, elle va vendre, mais ce qui lui appartient va appartenir à son mari. Pas nécessairement. Une femme peut très bien avoir des biens qui lui appartiennent en propre. Ça a toujours été vrai dans le droit des Chachamim. Alors, ça peut être parfois inscrit dans la Ktuba. Pourquoi ça peut être inscrit dans la Ktuba? Parce que le calcul qui va se faire en situation de veuvage ou de divorce va dépendre de cela. Parce qu'il existe deux types de biens. Donc, je répète, à part la somme de la Ktuba elle-même, là, c'est une somme qui est entièrement du mari à la femme, il y a ce qu'elle amène avec elle. Ce qu'on appelle généralement, par exemple, la Nedounia. La Nedounia, c'est la dot, ce qu'elle apporte avec elle. On peut considérer ces biens de deux façons. Il peut y avoir les deux, il peut y avoir qu'un seul, peu importe. Ce qu'on appelle Nirse Melog et Nirse Tson Barzel. Nirse Melog, c'est des biens qui peuvent varier. Tous les biens, la valeur de tous les biens peuvent varier au cours du temps. D'accord, coûter plus cher, coûter moins cher, etc. Mais on va considérer qu'on va tenir compte de cette variation. Je m'explique que lorsque les biens, la femme arrive avec ses biens dans le mariage, on donne le droit au mari de tirer profit de ces biens, de l'usufruit. Si elle amène
des moutons, etc., il peut profiter de la tonte, il peut profiter du lait, de ce que vous voulez, etc. D'accord? Il n'a pas le droit de les vendre sans son accord, ça ne lui appartient pas. Donc, il est comme un métayer qui peut utiliser les biens. Par contre, au moment du divorce ou du veuvage, elle récupère les biens. Elle récupère les biens. Si on les a considérés depuis le départ, ces biens comme Nirsemélog, alors elle les récupère comme ils sont. Ils ont augmenté de valeur, elle l'a gagné. Ils ont baissé dans la valeur, elle a perdu. Si c'est des terres, par exemple, ça peut jouer un rôle très important. Nirsetson barzel, des Nirchassim Tsoman, ça veut dire un mouton de fer, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, donc elle arrive avec des moutons. On va estimer la valeur du bien à l'arrivée, et cette valeur-là, obligatoirement telle qu'elle, il va falloir la rendre au moment du veuvage ou au moment du divorce. Donc, le mari, ensuite, lui, va aussi profiter de l'usufruit. On me dira, pourquoi est-ce qu'on choisirait l'un plutôt que l'autre? Ce qui va changer, c'est la rayout. Est-ce que le mari a une rayout, une responsabilité par rapport au bien? Si les biens s'abîment, etc., etc. D'accord? Nirsetson Barzel, il a une responsabilité. Il faut qu'obligatoirement, ce que la femme a amené au moment du mariage, il rende exactement la même somme. Si ça a gagné, tant pis pour elle. Si ça a perdu, tant mieux pour elle. Et que s'il y a eu, il y en a qui sont morts, etc., c'est lui qui doit payer. Dans l'autre cas, non, il n'y a pas de responsabilité. Alors, quel est l'intérêt de l'un ou l'autre? Ça va dépendre ensuite de ce à quoi il aura le droit. Et donc, il peut être intéressant l'un ou il peut être intéressant l'autre, pour lui ou pour elle, etc. De fait, il existe des biens de ce type-là avec lesquels une femme arrive au moment du mariage, qui, dans tous les cas, donne le droit, en tout cas, au mari d'en tirer un certain profit. Donc, ça s'appelle pas Ktouba, ça, en vérité, d'accord? Mais très souvent, quand on dit donner la Ktouba à une femme, ce n'est pas que la Ktouba elle-même, c'est l'ensemble de ce que doit le mari à la femme, que ce soit ce à quoi lui s'est engagé, que ce soit ce qu'elle avait amené, qu'elle récupère, d'accord? Donc pour l'instant, on va considérer cela, cet ensemble-là, toute cette somme, tout compris, que lui devrait rendre à la femme au moment donc, du veuvage ou du divorce. Alors, elle, personnellement, si lui meurt, elle récupère tout cela, évidemment. Maintenant, lui aussi, il peut être gagnant dans l'affaire, parce que si elle meurt en premier, c'est lui qui hérite. Il hérite de ces biens qu'elle a amenés en plus, bien évidemment. Donc ça peut être très intéressant. Tout ce qu'elle a amené, que ce soit Otsalmaz, que ce soit Mélog, c'est elle qui récupère tout. C'est lui qui récupère tout si elle meurt en premier. Il devient lui son héritier. Et deuxième chose, on peut parler également très souvent, on considère que quand un homme s'engageait à donner une somme au moment d'Aktouba, il hypothéquait une terre en particulier. Cette terre-là, elle est prévue pour le paiement de la dette. Ce qui fait que cette terre-là, généralement, il ne la vendait pas, il faisait très attention parce que ça devait servir à cela. Donc, ça s'appelle aussi récupérer l'Aktouba, c'est-à-dire récupérer la terre en vérité qui devait servir à l'Aktouba. C'est aussi une façon de dire ce que lui récupère au moment de la mort. Donc, quand on dit lui, il a un intérêt, il peut attendre quelque part la mort de cette femme-là en disant qu'est-ce que je peux gagner moi de cela. Ben, je gagne tout l'héritage que finalement elle a amené, je ne récupère pas. Même que moi j'avais prévu de payer pour l'Aktouba, ça me revient à moi, parce que maintenant je peux faire ce que je veux. Donc quand le mari, lui, ce que va nous expliquer Rachid, on va le faire dans les mots, lui aussi peut très bien donner ce droit à l'Aktouba et le vendre. Donc, Sheim Tamut Bechayav, car si elle meurt, Yirachena, c'est lui qui va hériter. Il a fait Kohar Zechuto, mais Kohar Zechuta. Son droit à lui vaut plus, a plus de valeur que son droit à elle. Pourquoi? Chez où Ochel Perot Akarka, Hamiyuchad Ektuvata, Tamid. Car lui mange, c'est-à-dire profite déjà des fruits de cette terre-là, toujours. Donc lui, le droit qu'il a sur cette terre-là, ce n'est pas uniquement lorsqu'elle va mourir, c'est dès maintenant. Donc il y a un intérêt immédiat. Donc quand il vend ce droit-là à quelqu'un en disant, tu sais quoi, si ma femme meurt, tu gagneras tout ça, si c'est moi qui meurs, tant pis, tu as tout perdu. Celui qui accepte gagne quand même quelque chose, il n'a pas tout perdu. Parce qu'il gagne tout de suite maintenant l'usufruit de la terre de l'Aktouba, et ou bien même des autres biens. Donc il y a quand même un avantage. Donc cet avantage sûr et certain, c'est sûr qu'il vaudra plus que quelque chose qui est entièrement hypothétique. La femme, elle n'a rien à proposer tout de suite. Mais pour la femme, c'est uniquement si lui divorce ou si il meurt avant elle, c'est tout. Donc c'est sûr que le prix de l'Aktouba qu'elle vend coûte moins que le prix de l'Aktouba que lui vend. Après, la femme a deux occurrences, deux opportunités en quelque sorte de récupérer sa Aktouba, c'est le divorce et le veuvage. Lui n'a que le veuvage. Lui n'a que le veuvage.
effectivement, ça c'est important. Dans le cas du divorce, lui, il perd complètement. Tout à fait. Ouais. Exact. Il peut décider de ne pas divorcer que pour ça. Et d'ailleurs, c'est à ça que sert la Ktouba. Elle lui fait hésiter à divorcer. Alors qu'elle, non. Donc, évidemment, tout ça, ça rentre en compte dans le calcul. Évidemment qu'il y a beaucoup d'autres choses dont on semble ne pas du tout tenir compte ici, et que soit la Gemara peut-être, soit justement les lectures que vont avoir les Rishonim de la Gemara, mais il va falloir tenir compte. Vous imaginez que calculer ça va dépendre de plein de choses qui sont extrêmement personnelles, qui sont cas par cas. C'est pas juste la valeur d'une terre et combien je vais faire pour. Il y a beaucoup d'autres questions qui rentrent en compte et qu'il va falloir aborder. Donc, on continue dans Rashi. Vélohi et pas elle. Elle, par contre, elle ne tire aucun profit de Ktouba. Véod et encore. Chez Umurzak, Véomed. Et deuxième chose, lui, il a une chazaka, c'est-à-dire que aujourd'hui, les choses elles sont chez lui. Donc ça se maintient dans sa main. Vei mechasra gouvaïna, alors qu'elle, par contre, il lui manque la possibilité de récupérer. Ça veut dire quoi? C'est très important. Ça aussi, c'est pas une valeur perdue au sens propre absolu, mais il y a une différence quand quelqu'un achète quelque chose pour récupérer de manière rapide, facile, immédiate, éventuellement quelque chose, même si c'est sous une condition. C'est très simple. Si elle meurt, tout m'appartient. Qu'est-ce que tu as à faire pour ça? Rien. Ça m'appartient au moment où elle meurt. Alors que dans l'autre cas, si lui meurt, la femme, pour récupérer sa ktouba, elle a des démarches à faire. Elle doit aller au Beddin, il faut voir avec les héritiers qui ne voudront pas lui donner, et puis il va calculer, etc., etc. Donc le fait qu'elle ait un papier à amener, qu'on va vérifier, est-ce que c'est juste, etc., et que c'est un ensemble de démarches qui font que ça rajoute ici à la perte de la valeur de la ktouba. S'ils en viennent à vendre l'un son droit et l'autre son droit également, Michel, le sien vaut plus cher que le sien, donc son droit est pas dans le sien. Et d'après le langage de la Mishnah, il ressort. Donc Rashi fait attention effectivement à la langue de la Mishnah. Il semble effectivement que le langage de la Mishnah, chez Jamin Zechutz Feka, que l'on évalue son droit à elle. C'est ce qu'on a dit. Regardez les mots de la Mishnah, ils paraissent clairs en vérité. On dit la Mishnah, Omdin, on évalue, Kama Adam Rotze Liten Biktuvata Shelzu. Il faut bien un homme est prêt à donner par de cette femme-là. Voilà, c'est clair. Donc, chez Inut Armela, que si elle est devenue veuve, eh bien, combien est-ce que l'autre va gagner? Ve'alika les mémar, mais on ne peut pas dire, dit Rashi. Donc, contrairement au langage de la Mishnah, Rashi, il faut savoir beaucoup plus que les Tosafot, privilégie généralement une explication qui ressort des mots du texte plutôt qu'une explication qui serait cohérente à l'ensemble du chasse. Les Tosafot, c'est l'inverse. J'ai une interprétation du texte ici, la Gemara, qui paraît juste. Or, si je comprends comme ça, c'est au contraire à une autre Gemara. Et puis il y a une troisième, etc. Et Tosafot vont essayer d'arriver à une cohérence de toutes les Gemarotes, quitte à forcer le sens dans une Gemara. Rashi, généralement, ne le fait pas. Rashi essaye d'être très proche du texte de la Gemara. On dit oui, mais comment est-ce qu'il fait du Gemara? Ça va être justement la question de Tosafot en général. C'est oui, mais il a écrit autre chose ailleurs. Rashi a probablement des réponses aussi à ça. Mais il fait attention à ce que les mots de la Mishnah ou de la Gemara soient respectés. Or, ici, Rashi lui-même va dire on ne peut pas comprendre comme ça. Et il est gêné de cela. On ne peut pas comprendre que vraiment on va estimer la valeur de la Ktouba, et c'est ça que les Divs et Mumim doivent payer. Pourquoi? Il va l'expliquer. Et on ne peut pas le dire chez autant d'amim que c'est cet argent-là. Yitnu azomemin, les faux témoins vont devoir donner. Car ce n'est pas son droit à elle, le droit que elle a, qu'ils ont voulu lui faire perdre. Et la zechutz feko, mais c'est son droit à lui. Car il l'aurait obligé à payer tout de suite s'ils avaient réussi si leur témoignage était arrivé jusqu'au bout. D'accord? Donc, c'est ça qu'on l'aurait fait payer. Et en lui faisant payer cela, on lui aurait fait perdre le droit qu'il a sur cette touba qu'il aurait pu vendre. Voilà. Ça, c'est Rashi qui vous dit quel est le sens premier de la Mishnah, qui dit mais c'est bizarre, on ne peut pas dire ça parce que c'est clair que ce qu'ils ont voulu faire perdre, c'est parce qu'elle laisse pas la valeur à elle de la ktouba. Donc, continue. Veyesh lomar, il faut dire, d'achekamar, que c'est comme ça c'est ça que signifie en fait la Mishnah. Shamin zechutz feka. On va estimer, comme la Mishnah l'a dit, effectivement, la valeur de son droit à elle.
Kama Adam Rotziten Betovat Hana'a Shela, combien un homme est prêt pour Tovat Hana, c'est le profit de cette Ktuba. Ve'oto lo yeshalmu, et c'est ce qu'ils ne devront pas payer. Ve'cholash ar yeshalmu, mais tout le reste ils vont payer. Shekolash ar imafsidin oto be'edutan, car tout le reste il y aurait fait perdre par leur témoignage. Avalotan damim, mais cette somme-là, lo yamafsidin oto, ça il ne lui aurait pas fait perdre. Charigam ata, car même maintenant, kesheuzmu, une fois qu'ils ont été rendus zoémine, imaita rotsa lemochra, que si elle avait voulu la vendre, le mari aurait pu lui payer cette ktuba-là pour sa valeur. Voilà. Donc, si je veux rester proche du langage de la Mishnah, en même temps en expliquant en quoi c'est ce qu'ils ont voulu faire perdre, bah c'est voilà ce que Rashi explique. Il dit, on va, comme dit la Mishnah, on estime quelle est la valeur de cette ktuba. La ktuba tout entière, c'est 1000. La valeur de la ktuba aujourd'hui sur le marché, c'est 100. Alors, je vais calculer ces 100. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'eux, ils ont voulu lui faire perdre? Ils ont voulu lui faire perdre. S'il avait payé tout de suite, il aurait payé 1000 maintenant. Maintenant, on dit oui, mais peut-être qu'un jour, il aurait donné une façon cette Touba. Très bien. Aujourd'hui, cette Touba, lui, il aurait pu la racheter à sa femme. Pour ne pas avoir à payer les 1000 plus tard, il aurait pu dire à sa femme si elle avait voulu vendre. Donc je calcule ce qu'elle a voulu vendre. Elle l'aurait vendu à 100. Lui, il lui aurait donné ses 100. Il aurait évité d'avoir à payer les 1000. Hypothétiquement, parce que ça se trouve, il n'aurait jamais eu à les payer non plus. D'accord? Mais comme elle peut vendre, lui, il peut être acheteur. Et s'il est acheteur de la Ktuba de sa femme, donc c'est bien la valeur de la Ktuba de la femme que je dois calculer. Donc on répète, c'est très simple. Eux, aujourd'hui, si leur témoignage était allé jusqu'au bout, il lui aurait fait perdre 1000 tout de suite. Alors la Mishnah dit oui, non, mais c'est pas vrai, parce que peut-être que d'ici ou demain, il aurait divorcé, donc il aurait peut-être dû payer. C'est vrai. Donc 1000, non. Alors combien? Ben, c'est simple. Si aujourd'hui, il avait voulu ne pas avoir à payer plus tard, d'accord? Il aurait payé combien? Combien il aurait payé? Ben, il aurait acheté la Ktuba à sa femme. Combien? Donc, je calcule 1000 moins cette somme-là. Donc, ce qu'ils ont voulu faire perdre, c'est tout cela. Parce que ça, c'est sûr que de toute façon, il aurait dû payer. Aujourd'hui, il aurait au minimum payé la valeur de la Ktuba sur le marché. Voilà. C'est clair, ça paraît même très logique. C'est que voilà comment lui aurait pu aujourd'hui se débarrasser de cette Ktuba. Donc, la somme qu'ils ont voulu faire perdre, c'est cela. Donc, effectivement, je fais l'un moins l'autre. La difficulté de cette explication, on avait dit, c'est qu'il y a une grande différence si l'acheteur, c'est n'importe qui, ou c'est le mari. C'est que quand elle vend au mari, elle ne vend pas en vérité au même prix qu'elle vend quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que la Ktuba, c'est une arme, c'est un moyen de ne pas divorcer. Si lui, il a racheté sa Ktuba, elle est démunie maintenant. Alors, elle peut faire ce choix-là pour une raison ou une autre, je ne sais quoi, donc elle va vendre à quelqu'un. Après, elle se débrouillera avec son mari. Mais quand c'est à son propre mari que lui rachète, c'est un peu risqué. Alors, on peut dire, le fait qu'elle ait voulu la vendre à n'importe qui, elle se retrouvera démunie de toute façon. D'accord? Alors, on dit non, le mari, lui, s'il ne paye pas elle, il devra payer à l'autre. Donc, généralement, on peut considérer qu'un homme qui veut racheter la Ktuba de sa femme, la femme, elle lui vendra plus cher. Alors, pourquoi pas? Peut-être qu'on estimerait comme ça, mais dans ce cas-là, on rentre encore moins dans la Mishnah. Alors, ce que Rashi veut, c'est les mots de la Mishnah exacts. Rashi semble dire, ça paraît vraiment cela, je vois quel est le prix de cette Ktuba sur le marché, et j'enlève cette somme-là de ce que eux doivent payer. Donc, on va prendre la Ktuba tout entière, j'enlève ça. Alors, ce n'est pas tout à fait les mots de la Mishnah. Les mots de la Mishnah paraissent très clairs. Combien un homme est prêt à payer, ça veut dire que c'est ça qu'ils doivent payer eux. Alors, quel rapport entre sa Ktuba et elle et ce qu'ils ont voulu faire perdre? C'est difficile. D'où l'explication de Rashi ici qui dit je vais prendre la valeur tout entière de la Ktuba moins ça. Et ça, c'est l'explication, d'après Rashi dans la Gemara, de Rav Chizda. Ketzachamin amar Rav Chizda bava'al. Excusez-moi, oui, c'est cela. Donc c'est non, ça c'est, je me suis trompé. Rabbi Oshaya qui dit Baisha. Je me suis trompé. Baisha simplement. Je regarde la valeur de la Ktuba de la femme et je fais l'un moins l'autre. C'est bon. D'après Rashi, c'est l'explication la plus proche du langage de la Mishnah. Et pourtant, c'est même pas les mots de la Mishnah. On continue dans Rashi toujours. Voilà. Odilma, ou bien Zechut Sfeko, c'est son droit à lui que je vais calculer. Kamar Matitin, que la Mishnah a dit, des Lishaïmou qu'ils vont devoir payer. Mais Otan Damim, Itnoua Edim. Et c'est cet argent-là que les dîmes vont devoir donner. Velo Mechayvin Lehukule Aishitnu Kol Aktuba. Mais c'est sûr qu'on ne va pas les obliger à payer toute l'Aktuba. Chutz Mitovat Anaata, moins le profit qu'elle va en tirer. Des Shema Loyanif Sad Bedutan Kolkach.
Parce que peut-être qu'ils ne lui auraient pas fait perdre autant par leur témoignage, chez Afatak et chez Enzomémin, chez Mayamut Machar, que maintenant qu'ils sont peut-être qu'il va mourir demain, mais elle va tout récupérer. Car elle, comme on l'a dit, ne va pas lui vendre en vérité, si c'était lui le mari, si c'était lui l'acheteur, Betovatana. Aval Tovatana Ato, Itnulo. Par contre, son intérêt, c'est le prix que lui pourrait avoir de l'Aktuba, ça ils vont lui donner. Chez Karayim Sidinoto, car c'est ça qu'ils auraient voulu faire perdre. Chez Mlo Huzmu, car si il n'avait pas été rendu Zomemina, Yaporea Miyad, il aurait dû payer tout de suite. Archav, chez Uzmu, mais maintenant qu'ils ont été rendus Zomémin, Yeshlo Srout Ba, Srout Sfeko Kevatechila. Il a toujours ce droit-là. Mais chez lui, non, stop. Alors, on explique la chose suivante. L'autre explication, c'est de dire, c'est d'après le bas. Je vais voir le Srout Sfeko. Là, c'est l'explication en vérité la plus logique, peut-être, qui rentre peut-être le moins bien dans la Mishnah. Je considère l'Aktuba comme la valeur de l'Aktuba comme un bien actuel. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, je dis l'Aktuba, on peut la vendre. Donc, imaginons que c'est un bien. Ce bien-là a une valeur. Quelle est la valeur de ce bien? Donc, ce qu'ils ont voulu faire perdre, la manière qu'ils auraient voulu faire perdre en disant, s'il avait fait un ézec, en disant cet homme-là, il a causé un dommage, donc il a tué un taureau, quelle est la valeur de ce taureau? Voilà. La même chose ici. En l'obligeant à payer l'Aktuba, ils lui font perdre la valeur de l'Aktuba s'il avait voulu la vendre aujourd'hui. Combien vaut la valeur de l'Aktuba aujourd'hui? C'est tout. C'est vraiment pas compliqué. Je vois aujourd'hui combien vaut cette Aktuba-là. Combien elle vaut cette Aktuba? Va sur le marché, tu vois combien est-ce que lui l'aurait vendu. En l'obligeant à payer tout de suite, tu l'empêches de vendre l'Aktuba lui-même. Donc voilà comment on calcule. C'est un calcul très simple. Combien cet homme aurait vendu l'Aktuba sur le marché? C'est ça que je vais lui faire payer et c'est tout. Donc je n'ai pas une diminution à faire, j'ai la valeur d'un bien. Je vous ai expliqué la fois dernière, la différence entre les deux, c'est Chefza Gavra. Vraiment, c'est les deux opinions ici, c'est deux points de vue sur la même réalité. Est-ce que j'observe l'Aktuba comme un bien qui a une valeur immédiate, et ça c'est le Chefetz, ou bien le lien que j'entretiens par rapport à cette Aktuba? Est-ce que je regarde par rapport au sujet, ou est-ce que je regarde par rapport à l'objet? De dire que je vais voir l'ensemble moins cela, c'est lui par rapport à cette Ktuba. Combien il devra payer, lui, s'il devait l'acheter? Qu'est-ce que lui peut espérer de Ktuba? Qu'est-ce qu'il a en attente? D'accord? Alors que de l'autre lecture, c'est une lecture vraiment objective. Ce bien-là, j'ai voulu faire perdre ça, combien ça aurait été sur le marché? Voilà, c'est tout. Si on comme un mode légitime, on prend un problème. Encore une fois, comme un mode Nézikin, des omémines, attention. Des omémines de Nézikin. C'est-à-dire des édim qui viennent dire que quelqu'un, son taureau a tué, par exemple, et qu'il doit payer, et que finalement ils ont été rendus omémines. Mais alors c'est simple, il y a un objet ici, clairement, ils ont voulu lui faire perdre cette somme d'argent qu'il aurait dû payer. Non, c'est un problème. Ou bien la même chose, s'ils avaient dit cet homme c'est un voleur, par exemple, cet homme-là n'a pas payé ses dettes. Si je sais pas, si je te dis saute par la fenêtre, il y a 90% de chances qu'il ne se passe rien. Il y a 10% de chances que tu te casses la jambe. Je vais essayer, si tu te casses la jambe, je suis khayab parce que je t'ai poussé, mais je ne vais pas dire, je t'ai poussé, mais il y avait 90% de chances qu'il ne se passe rien. Et donc, je t'ai poussé, tu t'es cassé la jambe, donc je paye le Nézek en entier, je ne paye pas 10% du Nézek. C'est sûr que non. Et donc, dans ce cas-là, s'ils n'avaient pas été rendus Zomémine, il aurait payé 100% de l'Aktuba. Il n'aurait rien payé du tout aujourd'hui, on n'en sait rien. Il n'aurait pas payé. Tout le problème, il vient de là depuis le départ. Il aurait payé 100% si aujourd'hui il avait divorcé. Mais s'il divorce dans 20 ans ou s'il divorce jamais, il n'aurait rien payé du tout. Donc c'est très difficile. S'ils n'avaient pas été rendus Zomémine, alors on ne sait pas ce qui se serait passé. Soit il aurait divorcé tout de suite. S'ils n'avaient pas été rendus Zomémine, il aurait dû payer tout de suite. Pourquoi? Il n'a pas envie de divorcer là. Peut-être, on n'en sait rien. Et lui, il dit, mais pas du tout. Mais nous, tout le problème, il vient du fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et personne ne peut dire ce qui va se passer demain. Au moment où eux le disent, eux, ils disent là. On a vu qu'il a divorcé, il n'a pas payé la. D'accord. Donc s'il n'était. S'il n'avait pas ordonné, il aurait tout payé tout de suite. Là-dessus, on est d'accord. D'accord, très bien. Non, le Nézek, c'est pas tout. Écoute bien. Le Nézek, c'est pas tout. C'était dans le sens que, quand je dis que c'est un Nézek total, ça veut dire qu'il aurait rien dû payer, et voilà comment il doit payer. Là, je ne peux pas dire qu'il aurait rien dû payer. C'est pas vrai. C'est un homme qui, un jour ou l'autre, aurait dû payer quelque chose. Ou pas, peut-être, d'accord. Et c'est pas la même chose que dans un cas où moi, je pousse quelqu'un, où j'ai un acte, et c'est mon acte qui entraîne la chose. Là, c'est dépendant de plein de choses qui ne dépendent pas de moi. Et que de dire que cet homme-là, il aurait de toute façon dû payer, non, c'est pas sûr du tout. On n'en sait rien, peut-être oui, peut-être non. En tout cas, à cet instant, il n'aurait pas dû payer. Plus comme un
Donc, c'est pour ça que je dis, quand j'ai dit qu'on réfléchit comme un Nézek, c'est-à-dire, je vais réfléchir à la valeur de la chose que j'ai fait perdre. Cette chose-là s'appelle Ketouba. Combien elle coûte cette Ketouba? Voilà, point. C'est l'objet Ketouba que je compare ici au Nézek. C'est pas leur redoute à eux. Leur redoute, ce qu'ils ont voulu faire, ils n'ont pas dit cet homme-là, il a fait un Nézek à sa femme. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Il a fait quelque chose qui l'oblige à payer. Oui, mais il aurait peut-être dû de toute façon payer. Et c'est la différence avec un cas habituel. Imagine-toi, dans le cas de Nézikin, où je sais pas, où ils accusent quelqu'un d'avoir fait un Nézek, et en vérité, ce Nézek, il aurait peut-être de toute façon dû le faire. Je ne sais pas, ou après, mais peut-être avec une somme différente. Et la Gemara va proposer des choses qui ressemblent à ça. Quelqu'un, il doit payer une dette, d'accord? Juste la Mishnah d'après. Il dit oui, c'est vrai, j'ai une dette. La différence, c'est qu'eux disent c'est tout de suite que tu dois payer, lui dit c'est dans 10 ans. Donc, mais dans les deux cas, c'est la même somme. Donc, de toute façon, il doit la payer cette somme-là, il est d'accord. Oui, mais alors, ils n'ont pas fait perdre parce que tu dois payer de toute façon. Oui, mais j'ai perdu en 10 ans. Alors, donc, il y a une estimation à faire. Donc, ce n'est pas comparable à une accusation de Nézek. L'accusation de Nézek n'est pas comparable. Ce qui est comparable dans l'explication de dire Srutzfeko à lui, c'est que finalement, je vais calculer comme un objet. C'est tout. J'ai un objet devant moi, combien il vaut? Comme si c'était un Nézek, comme si c'était un vol, comme si c'était une dette, comme si c'était n'importe quoi. La chose, combien elle vaut? Je ne réfléchis pas ici, alors que c'est ça mon problème de départ. Oui, mais mon problème, c'est que je n'ai pas un objet qui a une valeur fixe. J'ai quelque chose qui a un lien, qui a un srout, ça fait un lien théorique que quelqu'un a et c'est dépendant de plein de choses. D'accord? Ça, c'est difficile à estimer. Donc, dans une situation pareille où j'ai et un sujet et un objet, de fait, j'ai un objet qu'on calcule. Oui, mais j'ai un sujet qui, lui, doit le payer selon des conditions qui sont variables. Où je vais mettre le curseur? Là, on va dire, essaye de matérialiser la chose de la manière la plus forte, d'accord? Et c'est une vision générale dans la halakha, qui aura des tendances de chercher quelque chose qui soit matériel, objectif, d'accord? Essaye de voir les choses de manière objective. L'autre qui va essayer au contraire de dire, ben, l'objet que tout va n'existe pas vraiment. Ce qui existe, c'est un homme ici, donc c'est un sujet. Lui, combien je vais évaluer son ressenti? C'est vraiment cela. Au moment où les gens, au Beddin, sont venus et l'ont accusé, qu'est-ce qu'il a ressenti qu'il a perdu? C'est lié à un calcul, c'est lié à un objet, évidemment, comme l'objet est lié au sujet aussi. Pour calculer l'objet, il faut voir le sujet. Dans les deux cas, les deux rentrent en compte, hein, c'est obligatoire. Sauf qu'on est dans une marloquette typique où l'un va privilégier un regard qui est axé sur le sujet, qui va regarder. Mais dans les deux situations, il y a une sorte de calcul à faire qui tient compte des deux. Voilà, Rashi. On termine Rashi. Elle devait de Maditin. Rekamar, ça veut dire quoi que si elle devait faire? Omdin Kamadam Rotselit en Miktubazu, Shehitluya Besafek. On voit combien un homme est prêt à payer pour ses Ktuba de manière théorique. Shinit Armela, que si elle devient veuve, Tigvenahi, ce serait elle qui va en profiter. Veimeta, et que si elle meurt, Irachena Baala, c'est lui qui va en hériter. Veshamin Beddin et Zechut Sfeko. Et le Bedin va regarder quel est le srout safek vetnulo. C'est très difficile à faire rentrer. Ce qu'essaie de faire Rashi ici, c'est de faire rentrer dans les mots de la Mishnah l'autre explication, qui est son srout safek à lui. Donc je vais voir combien vaut cette touva d'une femme, donc de la femme, sur le marché, effectivement, si cette femme elle avait voulu vendre, d'accord? Et je vais calculer en fonction de ça son srout safek à lui pour une touva pareille. C'est quand même bizarre de faire entrer ça dans la Mishnah, mais ça paraît, disons, quelque chose d'assez simple, d'assez logique. Voilà, aujourd'hui, il a un droit dessus. Combien ce droit vaut? Ce droit-là, il aurait de toute façon il aurait pu le gagner. Donc maintenant, s'il avait voulu vendre Aktuba, il aurait vendu pour ce prix-là. Donc ça, c'est sûr qu'ils lui font perdre. Voilà, ça c'est deuxième explication. Alors, la Gemara, d'après Rashi, d'après ces explications, Rafrizda Amar Babal, Schutz Feko Shel Baal, Omdin. Donc ça fait qu'à lui, du mari, que je vais évaluer. Kamadam Rotsitenbo ve Oto Itinu Azomemin. Combien un homme serait prêt à acheter l'Aktuba si c'est le mari qui la vend? Et c'est cela que les Omemin vont donner. Rav Natan Amar Baisha, Rav Natan dit c'est en fonction de la femme. Schutz Feka Omdin ve Oto Lo Yeshanmu. C'est son droit à elle que je vais mesurer, et c'est ça qu'ils ne vont pas payer. Mais Chomer Gadol ou ça c'est un grand Khumra de faire cela. Parce que d'après les estimations, généralement, son trou de safek à elle, il n'est pas très important. Donc payer toute l'Aktuba moins juste la valeur que l'Aktuba de la femme sur le marché, ça veut dire que ça fait payer beaucoup au Edim Zomémin. Donc la conséquence à l'Afrique, elle est très importante.
Généralement, évidemment, on peut trouver mille cas d'exception, mais de manière générale, il semble que ce qu'on fait payer au Edipzomine, c'est beaucoup plus si j'enlève juste le Srout Safek à elle, parce que le mari dit, mais attendez, pour éviter de payer, ben, je l'aurais acheté la Ktouba à ma femme, et puis c'est tout. Donc ça c'est sûr que ça vous ne l'avez pas fait perdre, donc ça, j'aurais dû de toute façon débourser. Mais tout le reste, vous m'avez fait perdre. Quoi. Maintenant, je suis obligé de payer toute une Ktouba entière. Voilà pour Rav Chizam. Rav Nathan, ça on n'avait pas fait la semaine dernière. Rav Nathan Amar Baisha. Excuse-moi, Rav Papa. Excuse-moi. Amar Rav Papa Baisha. Rav Papa, il a dit, on fait en fonction de la femme. Ça veut dire quoi? Shamin ke Rav Nathan. On fait comme Rav Nathan. Ou Ktuvata, lo yeshalmulo ela ha'odef biktuvata. Et encore, dans la Ktuba, ils ne vont lui payer que le odef, que ce qu'il y a en plus dans la Ktuba, à la damim de l'argent, de cet argent-là, avalon irse melog shela, mais pas les nechassim de melog, c'est-à-dire les biens, on a dit, dont lui il profite et qui va lui rendre de toute façon. Bien que, si lui, il avait reçu la Ktuba de sa femme, plus tard, eh bien, ils vont lui faire perdre cette Ktuba de sa femme par leur témoignage. Et dans cette Ktuba, il aurait fait perdre même les Nechsemélog. Parce que si, la question, l'hypothèse, c'est quoi? C'est qu'elle meurt. Si elle meurt, il aurait tout pris. Donc, en payant la Ktuba, il aurait perdu cette somme qu'il aurait pu récupérer plus tard. Donc, bien qu'en vérité, cela, ils lui ont aussi fait perdre, mais il est d'en profiter déjà maintenant, en payant la Ktuba tout de suite. C'est même l'usufruit qui va lui faire perdre tout ce temps-là, Bechaya, durant sa vie. Ou Milira Jota Bemota, et de l'hériter après sa mort. Donc, le Nirsemélog joue énormément sur la perte qu'ils ont voulu occasionner au mari. Pourtant, on n'en tient pas compte. Elles, mes chemins, ils n'ont pas payé. Pourquoi? Les Yecholin Lomar, car eux peuvent dire, à nous, Loheadnu Ela Ktuvata. Nous sommes venus témoigner que par rapport à la Ktuba. On ne savait même pas qu'il avait dit Nirsemélog. Une Ktuba, c'est sûr qu'une femme est là. Nirsemélog, non. Voilà. Voilà. C'est toute la différence une fois de plus, et ça répond à chaque fois, revenez tout le temps à ce que dit Rav Moshe, c'est qu'il ne faut jamais considérer les Edim Zomimim comme un Nézek, dans l'accusation je parle, c'est-à-dire, si c'était un Nézek, il n'aurait rien dû payer du tout, c'est quelque chose qui est purement hypothétique, etc. etc. C'est un chidouche de la Torah, un grand chidouche de la Torah que quelqu'un paye pour... Voilà, donc c'est un énorme chidouche de la Torah de considérer que quelqu'un paye pour une intention. C'est incroyable de dire une chose pareille. Donc, ce qui compte, c'est l'intention. Donc, regarde ce qu'il y a dans l'intention. C'est incroyable, ça montre vraiment la différence. Si je veux un vrai Mida Keneged Mida, alors je devrais faire payer. Mais ce n'est pas possible, Mida Keneged Mida, parce qu'ils n'ont rien fait perdre du tout. Mida Keneged Mida, c'est zéro. Ils n'ont rien fait, c'est qu'une intention. Oui, évidemment qu'on peut dire l'inverse. Mais encore une fois, un motzi mechavero, alav la viraya. Tu veux que quelqu'un paye, c'est à toi d'apporter la preuve. Donc je vais leur faire payer plus, c'est à moi d'apporter la preuve qu'il y avait ça dans leur intention. Eux peuvent très bien dire non, on ne savait pas. Voilà, donc à partir de là, je n'ai pas la preuve. Si je n'ai pas la preuve, je ne vais pas les faire payer. Alors, je vais dire oui, mais vous le saviez très bien, c'est votre cousine, machin, etc. etc. Non, c'est votre cousine, peut être témoin. Si donc quand on est obligé de condamner en fonction de ce qui est sûr. Ce qui est sûr, c'est la Ktuba. Ce qui n'est pas sûr, donc Nirsemélog, je ne peux pas leur faire payer. D'accord? Alors qu'en réalité, c'est vraiment une perte. Voilà ce que dit Rav Papa. Il semble bien qu'Rav Papa, encore une fois, ne remette pas en question ce que dit Rav Nathan. Il précise, quand on dit la Ktuba de la femme, je calcule la Ktuba de la femme sans tenir compte des Nirsemélog. Voilà. Et Rashi continue. Va'ani lokar shematia. Et moi, et là Rashi parle à la première personne, lui Rashi, ce n'est pas comme ça que je l'ai entendu. Tout ce que je vous ai expliqué, ce n'est pas comme ça que je l'ai entendu. C'est-à-dire que ce qu'il explique, c'est très rare, c'est personnel. L'explication qu'il va donner maintenant, c'est celle qu'il a entendue de ses maîtres. Bekar Shamati, voilà comment j'ai entendu. Rav Chizda Amar Babaal, Rav Chizda il a dit, on fait en fonction du mari, les filles ma shehen nirse habaal, im edit im ziburit. En fonction des biens du mari, si c'est des biens de bonne qualité ou des biens de mauvaise qualité, omdin et tovatana ata, on va calculer tovatana ata le profit qu'on pourrait tirer de la Ktuba. Quand l'acheteur va faire attention à cela. Ça veut dire quoi? Que ce qui rentre dans un achat de ce type-là, qui est un investissement complètement hypothétique, d'accord? C'est quelque chose qui peut très bien ne jamais se passer.
Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte sur la valeur, pour combien j'estime cette chance que j'ai d'acheter, de gagner cette Ketouba. Donc, on a dit, si lui achète au mari, il achète quoi en fait? Il achète essentiellement la terre qui devrait servir à payer la Ketouba. C'est ça en vérité qu'il achète. On a dit avec l'avantage qu'il n'aura aucune démarche à faire. Si elle meurt, ça lui revient tout de suite, cette terre-là. Cette terre-là, ou également les terres que la femme a fait venir, etc. Très bien. Bien. Vient Raprizda, on est dans une toute autre explication, donc oubliez tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Il dit Omdin Vabal, on mesure en fonction du mari. C'est quoi en fonction du mari? Je vais voir les biens du mari qui vont servir à l'hypothèque de la Ketouba. Quel type de biens? Alors, la somme, la valeur, c'est la valeur de la Ketouba, c'est clair. Sauf que, on sait très bien, il y a des biens qui valent 1000, qui sont très faciles à vendre. Il y a des biens qui valent 1000, qui sont très difficiles à vendre. C'est la valeur, d'accord? Il dit tes zibourites, il dit c'est un bien de bonne qualité. Alors, il est peut-être une surface qui est beaucoup plus petite, d'accord? Mais en acheteur tout de suite. Il y en a d'autres, en cherchant bien, on finira par trouver un acheteur. Moins que ça, on ne paiera pas, c'est sûr, c'est la valeur, mais c'est compliqué. Et il y a aussi beaucoup de démarches, et puis c'est très loin, et je ne sais quoi, d'accord? Donc, quand quelqu'un achète un droit, dans le droit, c'est sûr qu'il tient compte de tout cela. Parce que non seulement il va falloir attendre qu'elle meure, mais en plus, je vais devoir en casser la tête. Vraiment, pour pas grand-chose, je te l'achète à tout bas. Donc, Omdin Vabal, on tient compte du mari, c'est-à-dire, on tient compte en fonction des biens du mari. C'est bon? Vient, donc, pourquoi c'est comme ça? Tout la première explication, on parlait de la même chose. Et cette même chose, on disait Srout Abal ou Srout Aïcha. C'est-à-dire, on parle du Srout Ketouba. Ce Srout Ketouba, d'après le Raprizda, on parle, tu dis, ton estimation en fonction du. Mais quelle estimation de quoi? De la Ketouba, comme elle est écrite dans la Mishnah. Ensuite, Va'ani, Lokar Shematiad, on a dit, etc., etc. C'est-à-dire, ou va Rav Papa ou Piresh, Maï ou Beisha, c'est quoi pour la femme? Des Kamar Natan, Biktubata, c'est-à-dire en fonction de sa Ktuba. Que si du moment qu'il a spécifié une terre pour la Ktuba, eh bien, ils vont mesurer en fonction de cette terre-là, mais par rapport à la Ktuba de la femme, c'est tout. Alors, lui, il disait, tu vas tenir compte des biens du mari en général. Quelle est la valeur de ces biens-là? Non, du bien pour la Ketouba, vous payez la Ketouba. Oui, non, voilà, exactement. Non, la différence ici, c'est que ce que je regarde pour la femme, regardez dans les mots de Rashi. Voilà, donc, Ubaïcha de Kamar. Ce qu'a dit Raprizda Baïcha, ça veut dire, Baïcha ou Biktuvata, ça veut dire que sa Ketouba. Chez Imichad la Karka Liktuvata, Bo Yashumu. D'accord? S'il y a une terre qui est prévue, alors on va mesurer, sans faire attention si c'est Idit ou Zibourite, etc., etc. On va faire en fonction de cette terre-là, c'est tout. Mais que ce qui correspond à la Ketouba de la femme, et rien d'autre. Et pas ce qui est en plus, et pas de. Et si elle n'a pas de terre, par contre, ça sera beaucoup plus difficile à calculer. Si c'est juste un engagement et qu'il n'y a pas de terre, elle ne vaudra quasiment rien, sa Ketouba. Donc je tiens compte juste de la Ketouba de la femme. C'est pas très clair la différence. Le premier, il a dit on tient compte de la terre du mari, c'est-à-dire que le mari a hypothéqué pour la voilà, Ketouba. C'est-à-dire que cette femme, elle va vendre sa Ketouba, donc elle va vendre sa Ketouba, elle va dire, vous savez quoi, mais mon mari pour ma Ketouba, il a mis cette terre qui est de très bonne qualité, d'accord, donc on va tenir compte de cela. Donc tu tiens compte du mari. D'après le on dit non, on ne tient pas compte de ça, on tient compte juste de la valeur de la Ketouba si elle est rattachée à une terre. Du moment qu'elle est rattachée à une terre, donc il y a une assurance. S'il n'y a pas de terre, elle ne vaudra quasiment rien sa Ketouba. Mais ce que je regarde, c'est juste la valeur de la Ketouba. Oui, mais si j'ai une. Non, la Ketouba, il y a Mathéimzouz plus la Tosefet quand même. La qualité de la terre, voilà. Ne tient pas compte de la qualité. Le rapport au Baal, ici, n'a pas d'importance. Peu importe sa qualité. Il y a une terre, ça a une valeur. Il n'y a pas de terre, ça vaut quasiment rien. Oui, mais il peut tout perdre. Les terres, c'est quelque chose qu'on ne perdait pas. Surtout que quand c'était une terre qui servait à cela, il ne la vendait pas, elle était réservée comme une dette. C'est quelque chose qui ne se touchait pas. S'il n'y a pas de terre hypothéquée, en fait, dans un cas, il y a des garanties, dans l'autre, il n'y a quasiment aucune garantie. Tout à fait. Alors, et Rashi rajoute Velibi megamgem, mais mon cœur, et megamgem, il est gêné par cette explication que j'ai entendue. Chada 1. Echem echayvinan leuz chutz feka. Bégaye.
Pardon? Bégaye, non? Ah oui, normalement oui, mais là ça veut pas dire mon cœur bégaye, oui, mais ça veut dire que mon cœur hésite. Chada 1. Comment est-ce qu'on peut lui faire, on peut les rendre chayav eux, de payer, dans tous les cas, en tout cas, on a vu, dans tous les cas, uniquement sfeka, c'est-à-dire le droit qu'elle a sur la Ktuba. Halolo imav sidinoto, et la sfeko, c'est pas, ça il avait déjà dit tout à l'heure Rashi, c'est pas sans doute à elle, c'est la valeur qu'elle a sur la Ktuba qu'on lui fait perdre, mais c'est la valeur que lui il a sur la Ktuba qu'on lui fait perdre. Veod encore. Rafriza, il aurait dû dire comme cela, d'après cette explication, Benir se Baal, Vetu, Hechad et la Sade l'Ektuvata. Dans les biens du mari, et encore, dans un cas où il y a spécifié une terre. Maïta Amad et Rafriza des Palik, pourquoi Rafriza va discuter? J'ai mal expliqué là, excusez-moi, encore une fois. J'ai très mal expliqué. Et encore, il dit donc Rafrizda Amar, Benir Seabal, on aurait dû dire non pas Babal en fonction du mari, mais en fonction des biens du mari. Voilà, fait tout. Et encore, c'est autre chose. Et Chad la Sadelectuvata, si effectivement il a spécifié une terre pour l'actuva, Maïta Amad et Rafrizda de Palik, pourquoi être marloquet? C'est ce qui vous a gêné, ça revient quasiment au même. C'est en train de dire s'il y a une terre, on fait en fonction de l'actuva et de la terre. Ça veut dire quoi? Donc c'est quelque chose ici qui, ça rentre pas. On sent que cette explication, elle veut rentrer dans les mots. Elle veut que ça en ait mot, mais logiquement, ça ne tient pas. Donc, Rashi préfère son explication à lui. On ne va pas faire les Tosafot, c'est un des cas rares où vous allez voir les Tosafot, c'est quasiment les mots de Rashi. On a l'impression qu'il redit quasiment la même chose. Il y a des petites nuances, et Ritva encore. L'idée, elle est la même, c'est-à-dire qu'on regarde Srutz Feko, Srutz Feka. Son droit à lui, son droit à elle, et on enlève pour Srutz Feka la totalité de l'Aktuba moins le Srutz Feka. On va regarder maintenant le Rambam. Non, c'est pas celui-là, je crois pas. À l'instant, c'est bon. Donc, Rambam Ilchot Edut. Vous le trouvez dans Shoftim. C'est tout à la fin du Yad HaChazaka. Et à travers la halacha du Rambam, vous allez me dire comment est-ce qu'il a compris la Mishnah et la Gemara. Donc, je suis au Perek Kafef. Kafelef dans Ilchot Edut, Halakha, la première Halakha. C'est bon? Alors on commence. Edim chez Idou, des témoins qui ont témoigné chez Plouni, Giresh Ishto, qu'un homme a divorcé de sa femme. Velonatan Laktubata, et qu'il n'a pas de l'actubat, pour l'instant c'est le mot de la Mishnah, il a rajouté, pour que ce soit clair, Vehouzmou, et ils ont été rendus Zomémine. Il reprend exactement les mots de la Mishnah. Entre aujourd'hui et demain, s'il divorce, il finira par lui donner l'actubat. Qu'est-ce qu'il a enlevé, Rambam de la Mishnah? Il meurt. Pourquoi? La Mishnah dit, si il divorce ou il meurt, il devrait donner l'actubat. Je pensais que vous alliez dire ça tout à l'heure. Mais exactement. C'est que s'il meurt, elle le recevra, d'accord, mais lui, il n'a rien perdu. C'est pas lui qui va donner. Il s'en fiche. Même s'il ne s'en fiche pas en termes. Ça veut dire, écoutez bien, ça veut dire que les Edim, on ne peut pas dire qu'ils lui ont fait perdre ça à lui. C'est quelque chose que lui n'aurait jamais dû payer, ça. Donc s'il lui meurt, ce n'est pas lui qui paye. Donc on ne peut pas dire que c'est quelque chose qu'ils ont voulu lui faire perdre. Donc ce qu'ils ont voulu lui faire perdre, c'est l'actuba tout de suite. On dit oui, mais attends, il aurait peut-être dû payer. Dans quel cas il aurait dû payer? Attends, dans quel cas il aurait dû payer? Tu veux enlever quoi? Donc là, c'est beaucoup plus dur contre les Edim Zomémine. Qu'est-ce que tu veux enlever? Tu veux enlever la mort. Pourquoi tu veux enlever la mort? S'il meurt, il n'aurait rien payé non plus. Donc tu veux lui faire perdre tout de suite. Il va dire attendez, si j'étais mort, j'aurais payé. D'accord. Mais j'en sais rien, moi, si je suis mort, je ne suis pas là. Aujourd'hui, là, vous avez voulu me faire payer toute l'actuba. Donc ça me coûte très cher. Mais si tu meurs, tu aurais dû la payer. Non, si tu meurs, j'aurais rien dû payer du tout. Donc en fait, c'est très étonnant la Mishnah qu'on ait dit s'il meurt. Et Rambam l'a enlevé. Par contre, oui, si tu avais dû divorcer, c'est vrai, si j'avais dû divorcer, mais j'ai pas envie de divorcer, qu'est-ce que vous me racontez? On n'en sait rien. On va calculer, d'accord? Donc, combien un homme est prêt à payer pour l'actuba, d'accord? Tout ce qu'on a vu. Donc, déjà, Rambam, vous voyez dans les mots comment est-ce qu'il est précis, il a rajouté Vehouzmou pour qu'on en comprenne bien, il a enlevé s'il meurt. Alors, comment est-ce qu'on fait? Omdin, on va estimer, c'est les mots de la Mishnah quasiment, regardez. Kama rotse adam iten biktuvata shelzu, combien un homme est prêt pour l'actuba de celle-ci? Il explique maintenant dans ses mots à lui,
Chez Timkor Ota Betovat Hanaa, il la vend ce qu'on appelle Tovat Hanaa, c'est une expression dans la Gemara pour dire l'intérêt qu'on porte à quelque chose, combien on est prêt à payer pour cela. D'accord? Le profit, un petit peu le fait de profiter d'un bien. Ou Meshalmin de Metovat Hanaa, on va donner, va payer cela. Donc c'est clair dans le Rambam, sans hésitation. Rambam lit la Mishnah au sens propre. On regarde combien vaut la Ktuba si elle avait voulu la vendre, Betovat Hanaa, voilà, quelqu'un il a un droit sur cette Ktuba, d'accord? Et c'est cela qu'on lui fait payer. Alors maintenant, il faut expliquer la Gemara. Pour comprendre ça, pour ces mots-là, on a la Gemara. La Gemara, elle va proposer deux opinions au minimum, d'accord? Baïcha ou Baal, d'accord? Et regardez ce que dit Umesharin Baïcha ou Viktubata. Ce sont les mots d'Agmara. Donc Rambam ne change rien à la Mishnah et à la Gemara. Il prend les choses au sens propre. Alors il faut qu'il explique qu'est-ce que Baïcha ou Viktubata. Tu viens de me dire que le sens de la Mishnah, je l'ai compris comme il faut. J'ai bien compris. Ça veut dire combien vaut la Ktuba sur le marché aujourd'hui, si elle la vend. Alors pourquoi tu précises Baïcha ou Viktubata? Je ne comprends pas que ça rajoute ça. Il explique chez Ima Isha Ita Chola Ozekena Oshaya Shalom Bena Leven Bala End Maktuba Kishitim Acher Kemodamea Ima Ita Isha Bria Uktana Imesh Benen Ktata Zokruva Mina Gerushin Verochoka Mina Mita. C'est quoi je regarde Baïcha, c'est exactement ce que vous m'avez dit la semaine dernière quand je vous ai posé la question. Comment vous auriez expliqué la Mishnah? Première chose que vous m'avez dit, évidemment, on va voir est-ce la santé de l'un, la santé de l'autre, est-ce qu'il y a des problèmes entre eux, des choses comme ça. Ça rentre en compte. Alors, qu'est-ce que je vais regarder essentiellement dans la valeur de la Ktuba pour estimer? La Gemara pose la question, Ketsat Shamin, comment tu estimes la valeur de. Tu me dis, c'est la valeur de la Ktuba. Donc, on ne remet pas en question la Mishnah, on l'a bien compris. Ça veut dire combien on va la vendre maintenant. Comment j'estime? Eh ben, regarde, tu regardes la femme ici. Chez Imaïta Chola, si elle est malade, ou Zekana, ou bien elle est vieille, ou bien si elle a paix entre elle et son mari, la Ktuba, évidemment, elle n'aura pas le même prix qu'une Ktuba si la femme est très jeune et qu'elle est en bonne santé et qu'il y a des disputes entre eux, d'accord? Parce qu'il y a plus de chances que la Ktuba soit donnée ou pas, c'est tout. Et évidemment, l'intérêt qu'on va porter à une Ktuba et le prix qu'on va devoir payer pour cela n'est pas le même pour une Ktuba qui a une valeur importante que une Ktuba qui a une valeur au sens propre, la valeur elle-même de la Ktuba inférieure. Donc il y a la situation donnée, et il y a la valeur de la Ktuba, et je tiens compte de tout ça. Si elle vaut 1000, je la vends à 100 par exemple. Mais si elle est à 100, je ne la vends pas nécessairement à 10. Ce n'est pas nécessairement 10%, mais encore moins. C'est-à-dire, c'est pas une proportion, c'est pas du tout proportionnel d'une Ktuba à l'autre. En fonction de la Ktuba et de sa valeur, les Ktuvot qui gagnent beaucoup, on est prêt à payer un peu plus. Ktuba qui vaut de toute façon pas cher. D'accord? Parce que qu'est-ce que j'ai à gagner quand je vais faire tous ces risqués pour gagner pas grand-chose? Comme le loto. Il y a une chance sur très peu. Mais la somme est tellement énorme qu'on est prêt à payer quelque chose pour ça. Mais si c'est pour gagner 150 €, même si je dois payer un tout petit peu, je n'ai pas envie. Il rajoute Rambam, ces choses-là, c'est comme les Dayanim vont devoir mesurer, ils vont devoir tenir compte de tout cela. D'accord? Alors, quelle est la difficulté contre le Rambam, évidemment? C'est ce que Rashi a dit. C'est très difficile. L'avantage du Rambam, c'est clair, c'est limpide, c'est les mots de la Mishnah, c'est les mots de la Gemara, le Rif, la même chose, et le Rosh aussi, qui lui vient après Rashi et Tosafot, va quand même préférer cette explication-là. Avec des petites différences. Hein. Mais l'idée générale, c'est ça. L'avantage, c'est que c'est exactement les mots de la Mishnah et de la Gemara, c'est tout. Ça veut dire quoi? Baïcha, ça veut dire que tu vas calculer en fonction de la femme. D'accord? Et c'est quoi de la femme? Pas de son srout safek, ça veut rien dire, ça la Mishnah t'a déjà dit de le faire. C'est en fonction de son état, etc. D'accord. Alors, il y a deux difficultés par rapport au Rambam. Première explication, première difficulté, c'est, rappelez-vous, mais pourquoi c'est ça qu'eux ont voulu lui faire perdre? Ils n'ont pas voulu lui faire perdre, parce que Rachid l'a dit et répété plusieurs fois. Ils n'ont pas voulu lui faire perdre le prix de la Ktuba à elle, ils ont voulu lui faire perdre le droit que lui, là-dessus. Parce qu'il aurait pu vendre de cette Ktuba, d'accord? C'est difficile de dire que c'est ça qu'ils ont voulu faire perdre. Oui, ça correspond à la valeur sur le marché. Ils ont pas le prix que elle a voulu faire. Non, parce que Rachid a dit, c'est pas la même chose si lui vend que si elle vend. Lui, il peut gagner plus si lui il vend. Ça, c'est ce que dit Rachid. Ah, pas du tout. Ça va bien, mais pas du tout. Ah, si. Alors, en fonction du couple, il explique pas. Très bien. Il y a un truc important, effectivement.
c'est que la deuxième difficulté du Rambam, je vais dire, il y en a deux au minimum. La première, c'est que pourquoi c'est son Srout Safek à elle que je regarde, c'est ce que lui il aurait dû perdre, c'est ça qu'ils ont voulu faire perdre. Deuxième difficulté, c'est cela. C'est quoi cette idée de comprendre Baïcha ou Vabaal? Parce que Rambam, il n'a pas expliqué Vabaal, parce que c'est pas un Pirouche sur la Gemara. Il a donné que l'explication de Rav Natan, d'accord, et Rafa pas. Mais on comprend, d'après ce qu'il dit, que comment est-ce qu'il a compris Babaal? Voilà, ça veut dire la même chose. Combien coûte la Ktouba en tenant compte de la santé du mari? En tenant compte si lui, il est jeune ou il est vieux? Je ne comprends pas. La valeur de la Ktouba, elle tient compte des deux. Pas plus de l'un que de l'autre. C'est très difficile de dire, bah, Isha, je regardais que la Isha, et bah, c'est quoi cette idée de tenir compte que d'un côté? C'est vraiment difficile, ça. Alors que Rachid n'est pas rentré dans cette question d'Isha ou Babaal. Pourquoi Rachid n'est pas rentré? Parce qu'en vérité, c'est sous-entendu. Quand on dit, on voit combien est-ce qu'on est prêt à vendre cette Touba sur le marché, ça sous-entend hein, tout ça. Ça sous-entend, est-ce que c'est pas Isha, Babaal? On n'a peut-être pas pensé, effectivement, est-ce que c'est Edith ou Zibourit? Viens là, dis, regardez ça aussi, d'accord? Mais l'idée générale de dire que on estime la valeur de la Ktouba, ça inclut toutes ces choses-là et on n'a pas besoin d'avoir une marque là-dessus. L'âge, évidemment, on sait très bien que toutes les Ktoubas ne se valent pas. Ça paraît évident. Un couple qui paraît très solide, ben, la Ktouba ne va pas être vendue cher, bien sûr que non. C'est quelque chose qui paraît très évident. Donc, c'est très difficile que Rambam considère qu'il y aurait une opinion qui dit tu tiens compte du mari et une opinion qui tient compte. Et d'ailleurs, lui-même, le Rambam, quand il dit, il inclut dans Baïcha, est-ce qu'ils s'entendent ou est-ce qu'ils ne s'entendent pas? Bon, ça c'est autant Babisha que Babal, en même temps, pourquoi tu appelles ça Baïcha? C'est difficile, c'est vraiment difficile. Et là-dessus, les Mfarashim, la plupart, se sont cassés les dents en disant, on ne comprend pas le Rambam. L'avantage, c'est que c'est les mots de la Gemara, donc finalement, c'est la Gemara qu'on ne comprend pas. À tel point que Rashi a proposé notre explication. Alors, on va pas pouvoir avancer plus pour l'instant là-dessus. Bli Neder, la semaine prochaine, ça va être peut-être un peu dur. On va essayer de faire court la semaine prochaine. Bli Neder, et si c'est possible, on va essayer d'avancer un petit peu sur cette question-là. Évidemment, il y en a beaucoup qui ont écrit. Rabinovitch, entre autres, a écrit là-dessus. Le Rosh Yeshiva de la Yeshivat Ma'ale Adumim, il est niftar tout récemment. Il y a une semaine ou 2 semaines, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il avait écrit là-dessus. Il y a des choses intéressantes, peut-être on va y arriver. En tout cas, voilà, on a les deux lectures, une lecture qui est très ancrée dans le texte de la Mishnah et de la Gemara et qui pose problème un peu logiquement. Alors, il semble que Rambam comprend, en tout cas comme vous avez dit, c'est que Rambam semble ne pas tenir compte du tout l'idée qu'il existerait 2 valeurs à la Ktouba. Un Srout Safek à elle, un Srout Safek à lui, etc. La Ktouba, elle a une valeur. Donc, quand on dit Chamine, combien une femme elle veut vendre à la Ktouba, c'est ça la valeur du Ktouba. Et d'ailleurs, dans le sens du Rambam, à part ce Rashi-là et Tosfot qui va emboîter, etc., dans toute la Gemara, ce n'est pas la seule fois où on parle de la possibilité de vendre une Ktouba. C'est un thème qui revient plusieurs fois. Il y avait une sorte de marché des Ktoubot. Voilà, c'est exactement ça, un produit financier au sens propre, d'accord? Un produit risque. Donc, jamais on entend cette distinction de Srout Sfeko, Srout Sfeka. Rashi ne peut pas renvoyer une source dans la Gemara, comme on voit que clairement, non. Généralement, on a toujours estimé, on a toujours parlé, c'est un produit financier qui existe, qui est toujours considéré comme étant une femme qui va vendre sa Ktouba. C'est tout. Donc, ça aussi, ça va dans le sens du Rambam. Qu'il y a une valeur à la Ktouba. Alors, donc, combien? Donc, pour que ce soit logique, tout simplement, effectivement, c'est ce qu'on a dit. Lui, il aurait pu l'acheter, cette Ktouba-là. Donc, combien il aurait acheté? Ce que vaut une Ktouba? Une Ktouba, elle vaut un prix fixe. Il n'y a pas lui ou elle, etc. Le prix fixe, ça veut dire, évidemment, il va être variable d'une Ktouba à l'autre. Mais il y a une seule type de Ktouba. La valeur, combien cette Ktouba elle vaut? Comment je vais la calculer, cette estimation-là? Là, il y aurait une distinction, oui, mais est-ce que tu vas tenir dans l'estimation plus du mari ou de la femme? C'est ça qui est compliqué. Et c'est pourquoi cette distinction? Et puis, c'est déjà cette distinction. Pourquoi tu préfères la deuxième opinion que la première? Pourquoi c'est pas tout en même temps? Enfin, ça, c'est bizarre. Ça, c'est vraiment bizarre. Voilà, Bezrat Hashem, on va essayer de, si possible, revenir là-dessus la fois prochaine. À bientôt. J'ai une question. Je vous écoute. Pourquoi vous avez formulé ça de cette manière-là à propos des Edim? La somme qu'ils ont voulu faire perdre comme s'ils connaissaient précisément la somme. Non, ils ne connaissent pas nécessairement la somme, mais ils savent qu'il y a une somme à payer. Ils ne la connaissent pas précisément, ils savent qu'il y a une somme sûre.
Ils ne savent peut-être pas nécessairement qu'il y a des biens associés à cette somme-là. Mais la somme, ils savent qu'il y en a eu laquelle, ils ne la connaissent pas nécessairement. Ils ne peuvent pas dire, oui, mais nous, on croyait qu'il n'y avait que 1000. Tu sais très bien que tu t'engages à quelque chose, donc tu sais très bien que la somme peut être très importante. Ça serait plus juste de dire le fait qu'ils ont voulu faire perdre, mais pas de dire précisément ceux qu'ils ont voulu faire perdre. D'accord, très bien. C'est pas... Voilà, ce qu'ils étaient prêts à lui faire perdre. Voilà. Voilà, je vois que Nathan a écrit, Nathan Gombach, en réalité, la question porte sur la nature du témoignage. Est-ce que les témoins ont témoigné que le mari devait payer la Ketouva? Ont-ils témoigné que la Ketouva doit être donnée à la femme? C'est une bonne question. A priori, le langage d'un Mishnah pour l'instant, sans aller plus loin, il semble bien que c'est par rapport au mari. Cet homme-là a divorcé et n'a pas payé la Ketouva. Donc, il doit payer la Ketouva. Donc, on ne se place pas du tout du côté de la femme. On ne dit pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire gagner à la femme. Il semble bien qu'on insiste là-dessus. Qu'est-ce que ça aurait changé? Si on avait dit, il témoigne que la Ketouva doit être donnée à la femme, donc, et conséquemment, donc pour lui, ce serait une perte. Oui, ça peut avoir des incidences sur la valeur de la Ketouba, ça je l'entends très bien, mais c'est encore une fois, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les incidences, c'est l'intention négative qu'ils ont eue et contre qui elle est dirigée. C'est ça qu'il faut regarder. À supposer que si j'observe du côté de la femme, ce soit plus cher, ils pourront très bien dire, mais on s'en fiche, nous, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est que lui perde cette somme-là. Donc, on peut regarder du côté de mari. Donc, je crois que c'est important de bien regarder à chaque fois, de revenir tout le temps sur la chère Zamemou, la sorte qu'ils ont leur intention à eux. Leur intention ici, qui était dirigée vers le mari. Si leur intention était combien cette femme devait gagner, ça ne nous intéresse pas. C'est pas une perte ici. Voilà, à très bientôt. Shana Tova à tous.